Bonsoir à vous, madame, messieurs, et merci donc de nous suivre. Merci surtout de vous informer sur la télévision Burkina Info et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, donc ce rendez-vous qui vous permet, sans langue de bois, de décrypter l'ensemble donc des sujets qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. C'est l'objectif justement de cette émission, vous permettre de mieux comprendre justement certains sujets qui ont parfois été traités très rapidement et souvent vous n'avez pas forcément assez de temps pour savoir les causes justement de la survenue d'un certain nombre de choses. Des choses vont très vite et vous voulez savoir pourquoi elles se sont déroulées. Ainsi, c'est le but de cette émission à travers donc le regard de journalistes très avisés donc de l'actualité, qui vous permettent de mieux comprendre donc l'ensemble de ces sujets. Et pour cette semaine, on a retenu 3 sujets pour vous et sur lesquels donc nous revenons dans cette émission. Le premier, c'est justement toujours la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme qui continue en tout cas de crisper les attentions pour ce qui concerne le Burkina à travers notamment l'opération Oune qui a été donc menée, on en parlait la semaine dernière avec la montée en puissance entre guillemets des groupes terroristes, une opération qui aura peut-être permis donc de freiner l'avancée des groupes terroristes. Qu'en est-il au juste? Donc la réponse, ce sera avec nos invités dans cette émission. Également, vous vous souvenez de cette visite du ministre ivoirien de la Défense. Qu'est-ce que cela peut bien cacher? Donc on y revient donc dans ce premier sujet pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Burkina. Également, dans cette émission, on va parler de nomadisme politique avec la situation tendue actuellement dans un certain nombre de conseils donc municipaux, des maires qui ont été demandés donc de partir, à qui on a demandé de partir et qui ne veulent pas partir, qui se justifient. On a vu donc la décision du conseil du tribunal administratif aujourd'hui, donc on va également y revenir. Le troisième sujet retenu pour vous, c'est l'opération du maire de la ville de Ouagadougou, Armand Bewende, à travers donc le nettoyage entre guillemets, les volailles, donc le bétail qui a été saisi également, donc des boutiques qui ont été démolies à un certain moment. Comment aménager la ville de Ouagadougou? On va également répondre à cette question avec nos 3 invités qui sont avec nous sur ce plateau. Valentine Zungrana, elle est là. Bonsoir. Merci à vous de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste donc, à la radio municipale donc, de Ouagadougou. Et juste à vos côtés, Lido Tierno, qui est journaliste donc, à la radio Pulsar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci également à vous. Boukari Ouoba, vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes au niveau du journal La Mutation. Bonsoir. Bonsoir, pareil. Merci également à vous de répondre à l'invitation de Burkina Info. Madame, Monsieur, quant à vous, installez-vous confortablement et vous aurez la lecture donc, de l'ensemble de ces sujets que nous avons retenus pour vous avec nos 3 invités. Et Valentine, je vais commencer avec vous. Avec la semaine dernière, on en parlait, donc cette cette recrudescence des attaques terroristes au niveau du Burkina, juste après l'armée qui a lancé une opération dénommée Oune. Donc on parle de dignité, il y en a qui disent qu'il s'agit plutôt d'écraser. Et comment est-ce que vous avez apprécié le bilan qui a été fait de cette opération? Je pense que c'est un bilan satisfaisant, on va dire. Il y a déjà une lueur d'espoir quand on constate que quand même si c'est venu un peu tard, l'essentiel est que... Bon, quand je dis un peu tard, parce qu'il y a eu assez de victimes, voilà, qu'on a déploré, il y a eu assez de morts qu'on a déploré avant que cette opération n'arrive. Et l'opération Oune, comme vous l'aviez dit, et Oune en langue fulfulde qui veut dire dignité, je pense que c'est une occasion, voilà, de vraiment neutraliser ces forces du mal. Et je pense qu'au regard même des résultats, je me dis, hein, c'est un avis personnel, il y a déjà, comme on appelle, une lueur d'espoir, voilà. Donc, voilà, ça permet peut-être aux populations de cette zone de commencer à comprendre qu'il y a déjà une sécurisation dans la zone, il y a déjà des actions, voilà, pense à eux. Voilà, parce que quand tu es dans une zone, on sait que vraiment l'insécurité est grandissante dans la zone et qu'on a l'impression que oui, il y a des actions qui sont faites, mais ces actions n'impactent pas forcément les choses dans la zone. Et si aujourd'hui, on nous informe que, voilà, je parle sur la base des sources officielles, des informations que nous avions dans la presse, qui ont été publiées, diffusées dans la presse, comme quoi, voilà, on a neutralisé
un certain nombre de choses, de djihadistes qui ont été détruits, je pense que ça donne déjà satisfaction. Boukari Ouba, vous aussi, vous êtes satisfait? Oui, c'est déjà, on va dire, un résultat, le simple fait même d'organiser une telle opération, parce que comme Valentine le disait tout à l'heure, ça faisait quand même depuis longtemps. Et là aussi, ça permet de regretter quelque chose. C'est quoi? C'est qu'on a toujours l'impression que ce sont les terroristes, les groupes armés, qui dictent le tempo. Et nous ne sommes là que pour réagir. Parce que vous aurez remarqué que pendant peut-être au moins un bon trimestre, on a comme eu l'impression qu'il y avait une sorte de trêve. Donc on a un peu soufflé, il y avait moins d'attaques terroristes, en tout cas on en parlait très peu. Et qu'au même moment aussi, pendant cette période-là, on ne parlait pas véritablement des actions de nos forces de défense et de sécurité. On ne connaissait pas d'opération. Donc il a fallu que les groupes de défense, les groupes armés plutôt, reprennent du bête de la poêle, donc avec un certain nombre d'attaques que nous avons connues, avec les victimes, que nous aussi, on reprenne avec ce type d'opération, donc opération où on est aujourd'hui. Donc, c'est ce que moi je regrette un peu. Il faut véritablement que nous ne laissons pas l'initiative aux groupes armés. Mais à un certain moment, même s'il y a une sorte d'accalmie, l'accalmie ne veut pas dire la fin du terrorisme. Mais est-ce qu'on a les moyens justement de maintenir? On a vu depuis les toutes premières opérations, les gens ont demandé à ce que ce soit permanent, mais au niveau de l'état-major, on vous dit pour garder les hommes, il faut des moyens. C'est sûr que c'est coûteux quand on voit le matériel militaire qui est déployé, ne serait-ce que le carburant, ne serait-ce que, voilà, comment on va dire, la prise en charge des hommes sur le terrain, ça doit être coûteux, mais c'est le prix à payer. Si on veut avoir un territoire qui est bien gardé, des populations qui vont vivre paisiblement, c'est le prix à payer et il n'y a pas d'économie à faire en la matière. Je crois que le budget le plus important aujourd'hui au Burkina, l'un des budgets en tout cas les plus importants, ça doit être le budget de l'armée. On l'a toujours dit. Les moyens ont été d'une certaine manière mis à la disposition donc, de ce ministère-là, si bien financier que matériel. Il faut les utiliser. Vous savez, on a eu ce débat sur le budget de l'armée qui n'était pas à un certain moment entièrement consommé. Donc, ça nous a intrigués tous de savoir que dans une situation comme celle-là, on peut encore faire des économies dans le budget de l'armée sur les 12 mois. C'est incroyable. Donc, je pense que c'est coûteux, mais je le dis encore, c'est le prix à payer et il ne faut surtout pas laisser l'initiative aux groupes armés, même quand on a l'impression qu'il y a une sorte d'accalmie, nous devons pouvoir mener nos opérations tranquillement lorsqu'il y a lieu, au lieu plutôt d'arriver toujours sous forme de réaction, parce qu'effectivement, on a vu les groupes terroristes qui sont apparus, qui sont allés échanger avec des populations qui essaient de les avoir avec eux, et finalement, nous, on va sur le terrain maintenant pour mener de telles opérations. Je le dis, c'est à saluer, mais on pouvait mieux faire en prenant les devants, par exemple. Et Lido Thierno, vous pensez effectivement qu'on aurait pu anticiper? Non, mais moi je ne pense pas, je ne parle même pas d'anticiper, parce que vous savez, dans une guerre, qu'elle soit asymétrique ou conventionnelle, il y a une grosse partie de communication. Et je pense que la communication, elle est très importante parce qu'elle rassure peut-être les citoyens à travers ce qu'ils ont l'habitude de voir. Vous voyez, les groupes terroristes qui se pavanaient dans cette zone et qui discutaient avec les populations, qui se filmaient, et ce sont des vidéos que nous, on voyait sur les réseaux sociaux. Donc, eux, c'était peut-être une façon de communiquer parce qu'ils pouvaient venir discuter avec les populations et leur dire « on ne filme rien, on veut que ça soit entre nous, personne ne saura ». Mais ils veulent que les gens sachent. Alors, vous voyez la réaction des citoyens burkinabés à travers ces vidéos que les uns et les autres voyaient. Alors, c'était un peu compliqué. Il fallait que l'armée réagisse. Sinon, que c'est aussi une forme de communication. Oui, c'est une forme de communication. Parce que nous sommes dans cette guerre, ça fait 5 ans. Nos militaires sont sur le terrain, ils combattent toujours. Alors, quand on organise une opération spéciale, c'est d'une façon toute simple pour essayer de dire aux populations il y a quelque chose qui est fait. Sinon, on sait que depuis 5 ans, nos militaires sont sur le terrain et ils combattent ces groupes terroristes. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces actions-là se multiplient ces dernières Oui, Ouba parlait parce que quand il y a eu l'opération Outampoinou, j'ai échangé avec un militaire qui me disait que ce sont des opérations qui coûtent très cher. Et justement, le plus important, quand je parle de communication, aujourd'hui,
le plus important, c'est que nos militaires restent sur le terrain et continuent à combattre comme ils le font depuis 5 ans. Parce que vous savez, aujourd'hui, les terroristes, dans cette guerre, ils communissent davantage. On a vu quand on a eu l'opération Outampoinou à l'Est, nous, on était contents en disant, après cette opération, c'était fini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué le convoi de Bungu, de la mine de Bungu, pour nous prouver que réellement, ce que nous, on dit est faux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que si vous prenez l'exemple sur le tampon, c'est-à-dire vous vous dites, c'est pas expliqué après on est encore. Oui, ça c'est sûr et certain que nos militaires même savent que le fait d'aller faire cette opération, c'est pas la fin des choses. C'est comme un processus, c'est comme une bataille qui ne finit jamais. Il faut continuer. Et le jour qu'on n'aura plus d'attaque au Burkina, on n'entendra plus parler de terrorisme. Là, on pourra commencer à applaudir parce que le problème est réglé. Parce que vous voyez, dans une opération militaire, vous posez un acte aujourd'hui. Demain, les terroristes vont poser un autre acte. Finalement, ce que vous avez posé aujourd'hui, dans les esprits des gens, c'est comme si vous n'avez rien fait. Voilà pourquoi je dis, c'est vrai, nos militaires sont sur le terrain, le combat, c'est un combat quotidien, mais c'est vrai qu'il y a ces actions qui sont posées. Alors, ces actions, pour moi, ce sont des actions de communication. Même si on arrive à neutraliser les terroristes, ce sont des actions de communication, parce que les terroristes aussi, à travers les actions qu'ils posent, est-ce que vous pensez que ça tombe bien en tant qu'action de communication, le gouvernement a bien fait? Oui, il fallait le faire pour rassurer les populations burkinabées. Parce que quand je vous dis que beaucoup qui voyaient ces vidéos étaient un peu découragés en se disant, mais finalement, les terroristes ont pris toutes les zones. Et ils font ce qu'ils veulent dans notre propre pays. Alors donc, il faut faire ce genre d'opération pour permettre aux citoyens d'être un peu rassurés. C'est ce que je veux dire. D'accord. Et Valentine, on a vu également que ces attaques ont fait beaucoup de déplacés internes. On n'a pas peut-être les derniers chiffres ont été déjà à plus d'1 million, 1,1 million. Et ça vient s'ajouter des inquiétudes à votre niveau par rapport à la gestion justement de ce sinistre-là. Oui, tout à fait, parce que... vous voyez déjà avec la situation, cette crise déjà, ce que ça provoque, ce sont des conséquences. Avec ces personnes déplacées encore, ça crée encore une autre situation encore, ne serait-ce que sur le plan psychologique même déjà, ce que ces populations-là vivent. Je pense que ça, c'est coûteux aussi, sur le plan économique aussi, la prise en charge aussi. Mais est-ce que ces personnes sont assistées, surtout sur le plan psychologique, hein? Ces personnes qui ont vu leurs proches être tués, fuir et qui se retrouvent du jour au lendemain sans pratiquement dans la rue? Bon, c'est l'information qu'on a. On nous dit, voilà, c'est des personnes qui sont assistées parce que quand vous prenez dans la zone du centre-nord, voilà, il y a un cadre qui a été aménagé pour accueillir ces personnes déplacées. Même à Ouagadougou, je crois, quand je suis un peu le ministre de l'Action sociale, voilà. Mais est-ce que ce sont des actions qui sont suivies de façon permanente? Parce que, quoi qu'on dise, c'est comme Ludo l'a dit, chaque fois, il y a des attaques. Et ça fait des conséquences. Ça fait des déplacés. Alors, face à cette situation, véritablement, à quel moment on prendra la décision de dire voilà, ou bien de prendre des textes, voilà. Dès qu'il y a cette situation, c'est vrai, on n'encourage pas cette situation, mais dès qu'il y a cette situation, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment protéger ces populations? Parce que sur le plan psychologique, ça c'est déjà énorme, c'est compliqué. C'est vrai, la prise en charge est très, très difficile, même sur le plan sanitaire, parce que je sais que j'ai eu à échanger avec quelques personnes qui nous posaient le problème même d'eau. Voilà, ou le problème des toilettes, d'utilisation des toilettes. Ça, ce sont des services sociaux qui accompagnent un peu ces situations, cette crise, ou bien... Donc c'est difficile. Encore, il y a beaucoup de choses qui leur oui, manquent. C'est vrai. Je veux qu'on organise ou bien ces genres d'opérations pour quand même nettoyer un peu et débarrasser un peu notre pays de ces djihadistes-là. Mais, Ludo l'a dit, c'est coûteux, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser l'État comme ça et ils vont envahir, ils vont inonder le pays, ou bien est-ce qu'il faut développer des stratégies? On a les ressources pour ça. Les ressources sont là. Qu'on a suffisamment de moyens pour maintenir ce genre Je pense que oui. Je pense que parce que si il y a eu des propositions et que voilà déjà ça commençait à donner des fruits, je ne sais pas pourquoi on va reculer. D'accord, il faut maintenir donc la pression. Boukari Ouba. Dans la même période, on a vu la visite du ministre ivoirien de la Défense. Pour vous, qu'est-ce qu'il a bien pu dire à Roch Kaboré ou encore à son homologue Chérif Sy? Je crois que c'est sans doute les groupes armés, les groupes terroristes qui font courir nos voisins ivoiriens.
vous voyez que ces terroristes-là, d'une certaine manière, risquent de nous faire du bien. Ils vont nous faire du bien en ce sens qu'ils vont renforcer la solidarité entre pays voisins. Vous pensez qu'il n'y avait pas suffisamment de solidarité? Non, il n'y a pas suffisamment de solidarité. Je vous le dis, hein, en 2012, en venant, lorsqu'il y avait donc ces exactions-là dans un pays comme le Mali, nous on dormait tranquillement à Ouagadougou. Ça nous préoccupait très peu. Je n'ai pas vu véritablement quelle action de solidarité le Burkina Faso a eu à l'endroit d'un pays comme le Mali. Vous comprenez? Et puis après, c'est arrivé chez nous. Donc on commençait à se sentir dans la peau des Maliens. Que le Burkina et il y avait une sorte de solidarité avec les Maliens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais envoyer des militaires en dehors de tout autre cadre. Mais je crois que ça a été fait après quand la MINUSMA, donc... On le fait dans le cadre de missions des organismes, non de façon communautaire. Est-ce que vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Si la Côte d'Ivoire est attaquée aujourd'hui et que le Burkina peut envoyer une armée aider la Côte d'Ivoire à se défendre, on envoie. Mais c'est leur déclarer en même temps la guerre et puis s'attendre à la... Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire parce que ces gens-là, ils choisissent leurs ennemis, mais en réalité, on est tous leurs ennemis. C'est une question de timing tout simplement. Ils ont commencé avec le Mali, ils ont attaqué le Burkina. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Progressivement, vous allez voir, le Bénin, le Togo ne vont pas y échapper. Donc, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent chez vous avant effectivement de vous mettre en branle. Mais quel type d'action concertée on peut avoir entre le Burkina, par exemple, et la Côte d'Ivoire? Cette visite, c'est déjà une très bonne chose. Mais je sais qu'il y a eu déjà une opération conjointe entre l'armée ivoirienne et puis l'armée burkinabé. Ça devait être l'opération Komoé, des choses comme ça. Donc voilà, c'était déjà une très bonne chose. Mais c'était à une époque où véritablement, à part l'attaque de Grand Bassam que la Côte d'Ivoire avait connue, il n'y avait pas trop de frayeurs comme ça du côté de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que les dernières attaques, les derniers événements qu'on a connus en Côte d'Ivoire, les ont fait prendre conscience que s'ils n'y prennent garde, la Côte d'Ivoire va devenir comme le Burkina, ça va devenir comme le Mali. Et cette visite donc du ministre ivoirien de la Défense, c'est pour dire qu'ensemble, il faut qu'on discute. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Au-delà, comme je le dis, de ces organismes-là qui existent, ce n'est pas CEDEAO, ce n'est pas une affaire de UEMOA ou encore moins de G5 Sahel, mais une affaire Burkina-Côte d'Ivoire. On doit être solidaire. Donc, à cela, j'ai dit, élargissons. C'est Burkina, c'est Mali, c'est Niger, c'est Bénin, Togo. On n'a pas besoin que ce soit G5 Sahel. On est obligé de se mettre ensemble et de se battre. Tant mieux. Si le ministre ivoirien est venu, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter là. Je pense que même si on n'est pas dans le secret des dieux, quand on regarde effectivement le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, c'est sûr et certain que c'est pour des opérations conjointes. C'est sûr et certain, d'autant plus que les deux pays sont confrontés au même problème. Qu'il est venu voir avec son homologue comment ils peuvent mener des actions. Je suis sûr et certain que les opérations conjointes font partie, en tout cas, sûrement, on fait partie de ce des discussions qu'ils ont eues, parce qu'aujourd'hui, quand on voit, effectivement, il a parlé de l'opération que la Côte d'Ivoire avait menée avec le Burkina, forcément, sûr et certain, quand vous êtes confronté au même ennemi, et forcément, ce sont ces stratégies que vous essayez de développer, comment faire pour travailler ensemble, parce que de toute façon, le problème du terrorisme, comme on le dit, quand ils attaquent, eux, ils n'ont pas de pays, ils ont des zones, donc ils tournent dans des zones. Alors si des pays ont une synergie d'action, ce qui mène en même temps le combat, c'est sûr et certain qu'ils auront plus de résultats que si c'est un seul pays qui mène un combat et les terroristes se retrouvent dans d'autres pays, en quelque sorte. Donc moi je me dis que c'est sûr et certain que c'est sûrement, ils ont échangé autour, même si c'est plusieurs questions, en tout cas la question des opérations conjointes entre les deux pays pour faire face à ce problème, ça c'est sûr et certain que ça a été abordé. Donc on aura d'autres occasions certainement pour revenir sur cette situation sécuritaire. On passe à présent au deuxième sujet, le nomadisme politique, avec des maires qui essaient de résister à la pression Boukari Ouoba. Vous avez certainement suivi donc l'évolution de la situation avec le ministère de l'administration territoriale qui a demandé au gouverneur dans des brefs délais de suspendre, en tout cas de prendre des mesures pour suspendre un certain nombre de maires pour nomadisme politique. Et pour vous, est-ce qu'on cherche à se régler des comptes ou bien vous dites plutôt que voilà, l'administration commence à mettre de l'ordre au niveau des communes? Oui, je crois que c'est une question qui est délicate, qui mêle un peu la politique et l'administration justement.
parce que la personne qui a pris ce tacle, la personne donc, du ministre de l'administration territoriale, il est aussi membre d'un parti politique, il est l'un des premiers responsables du parti politique, et son parti, le MPP, et son parti a tout intérêt à ce qu'effectivement ceux-là qui se sont affichés avec d'autres partis politiques et qui continuent d'assurer les exécutifs locaux puissent abandonner ces sièges-là parce qu'on ne leur fait pas totalement confiance. Donc il y a comme une sorte de confusion de rôle. Lorsque moi j'avais déjà vu cette note donc, du ministre de l'administration territoriale, ministre d'État par ailleurs, et je m'étais inquiété justement s'il n'utilisait pas justement le pouvoir de l'administration pour régler un compte politique. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je me trompe en allant sur ce chemin-là. Je crois qu'il y a eu des recours intentés par les intéressés parce que pour moi, le cheminement logique, c'est quoi? Lorsque vous êtes un parti politique et vous estimez qu'un député de votre parti ou un maire de votre parti allait battre campagne pour un autre parti, c'est vous en tant que parti politique qui saisissez un tribunal compétent qui doit être le tribunal administratif ou peut-être le Conseil d'État, et le tribunal en question rend une décision. Donc, qui montre effectivement... Non, ce n'est pas du rôle du ministère. C'est à partir de la décision du tribunal que le ministère peut agir. Comment est-ce que le ministre Clément Sawargo sait que X, en tant que membre de son parti politique, est allé battre campagne pour tel autre parti? Est-ce que c'était sa mission de surveiller, de voir qui bat campagne pour qui? Mais ce n'est pas son rôle. Mais le parti politique, effectivement, fait ce travail. Si Clément peut l'avoir fait... par exemple, où il y a eu un travail... Non, Clément Sawargo peut l'avoir fait en tant que secrétaire général de son parti. Mais il ne l'a certainement pas fait en tant que ministre de l'administration territoriale. Ce n'était pas dans son rôle. Donc le ministre de l'administration territoriale ne se préoccupe pas de savoir qui a battu campagne pour qui. Mais en tant que secrétaire général ou président de mon parti, je veux m'assurer que les militants de mon parti battent campagne pour mon parti et non pas pour mon adversaire. Donc, à partir de ce moment, quand je constate que quelqu'un qui est membre de mon parti est allé battre campagne pour un adversaire, je saisis l'autorité compétente ou le tribunal pour lui signifier ça avec preuve à l'appui. Parce qu'on peut requérir le travail d'un huissier voilà, qui le constate et le tribunal rend une décision en ma faveur. Cela s'est déjà passé. La question du nomadisme politique aujourd'hui, ça n'a pas commencé maintenant depuis que la loi a été votée. Je crois que lui, Armand Ouali, fait partie des premiers à avoir été victime de cette loi-là. Ça s'est appliqué sans difficulté. Mais aujourd'hui, je crois véritablement qu'il y a eu une confusion de rôle. Le ministre Clément Sawargo a voulu utiliser la force de l'administration, qui doit être une force neutre, pour régler un problème politique qui est en réalité un problème partisan parce que ça profite à lui, son parti. Et là, je crois que les maires et tous ceux qui sont concernés ont raison de réagir. On va revenir justement à la réaction, même à une décision de justice. Valentine Zungrana, vous pensez effectivement que Clément Sawargo confond un peu les rôles? Bon, je ne sais pas s'il confond ou pas parce que c'est quand même une personne avertie de la politique burkinabé qui manie un peu et même de l'administration. Bon, il a ses raisons que nous ignorons certainement. Sinon, maintenant, le fait que Jérémy aussi, Sawargo, est en justice et aujourd'hui, nous avons la réponse aussi du tribunal administratif. Voilà, mais pour certains, ça il y a une confrontation. Ça s'apparente à un délit un peu d'initié que, en fait, les gens pensent que, comme le disait Boukari Woba, tout un ministère peut-être prendre une telle décision et puis on se rend compte que juridiquement, ce n'était pas peut-être fondé. Est-ce que vous ne vous dites pas que... Non, c'est comme il a dit. Il dit, par exemple, quand on prend le cas de Armand Ouali, qui a été victime de cette loi, pourquoi ne pas procéder de telle manière pour éviter qu'on soit à cette situation de cacophonie où voilà, le tribunal administratif, rapidement, quand Jérémy est parti en justice, voilà, c'est sorti, ça a été publié aujourd'hui, c'est sur la toile, ce n'est pas caché. Donc du coup, ça veut dire que, qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qu'on trame derrière? Peut-être que le ministre aussi a ses raisons au niveau du MATD, et peut-être que c'est de façon administrative que cette décision a été prise.
Et de l'autre côté, c'est de façon judiciaire. Donc, du coup, ça repose encore le problème pour pouvoir situer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y avait le cas aussi du maire de Houndé. Voilà. Et puis, il y a d'autres situations aussi qui se posaient. Quand tu prends au Solenzo aussi, également au Solenzo. Et puis, dans d'autres communes aussi, où le problème aussi se posait. Donc, aujourd'hui, on remet les cartes à zéro, le compteur à zéro. Alors, en réalité, il faudrait qu'on donne plus d'explications. Est-ce que c'est de façon politique que ça a été géré? Parce que, comme il a dit, le nomadisme politique ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les années 60, c'est les années 70, je pense. Pour la législation. Voilà, comme on appelle, Moussa Kargougou. On revient encore en 91 avec... comment on appelle la relecture encore d'un certain nombre de textes encore, voilà, aujourd'hui. Et c'est ça qui a créé cette situation aujourd'hui. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes lectures de non seulement cette transhumance politique, de la loi, et aussi, peut-être, pourquoi pas ceux qui sont sur place aussi. Parce que, bon, entre guillemets, il y a l'opportunisme aussi qui est là. Donc, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une confusion de rôle de la part du ministre? Il n'y a pas une confusion de rôle, mais plutôt le problème, c'est parce que tout simplement, c'est le MPP, le parti au pouvoir. Et je pense que c'est ce qui a amené le ministre à prendre cette décision, parce qu'en justice, on vous dit que le fond tient, la forme tient le fond. Alors, dans ce domaine aussi, il y a deux choses. Il y a le volet politique et il y a le volet judiciaire. Comme vous l'avez dit, Woba l'a dit, déjà, ils ont intenté une action et ils ont gagné. Alors, donc, on peut comprendre que dans la forme politique, moi, je peux le dire et peut-être être sûr, parce que vous vous rappelez, quand il faisait les listes, et qu'il y avait des petits problèmes au sein du MPP, ben, le président du MPP, qui n'est autre que Simon Komporé, disait qu'il devait avoir des sanctions. Donc forcément, nous sommes dans cette logique. Le parti a pris des sanctions. Oui, le parti a pris des sanctions. Mais au niveau du ministre, ce qui est étonnant, vous savez, c'est l'administration. Moi, je me dis qu'un ministre, quand même, est entouré de plusieurs conseillers. Quand vous voulez prendre une décision, vos conseillers qui sont à côté de vous peuvent vous dire quel sera l'impact de cette décision en justice. Est-ce que vous trouvez, que la décision a été mal inspirée? Mais je peux penser, parce que de toute façon, on a vu que quand ils sont partis en justice, si je peux le dire, le ministre a perdu. Donc forcément... Il y a des voies de recours, oui, parce que c'est ça, je disais, il y a la forme et le fond. De toute façon, le fond, peut-être on peut dire que le problème peut se régler en justice. Et aujourd'hui, il y a les questions des textes aussi qui essayent d'encadrer effectivement la vie politique au Burkina. Comme vous l'avez dit, ils l'ont dit, la question du nomadisme n'a pas commencé aujourd'hui, mais on a vu des partis politiques d'opposition avoir des problèmes, mais aucun ministre n'a réagi comme cela. Et si le ministre réagit, et quand on regarde aujourd'hui, on voit, et d'ailleurs ceux qui ont envoyé le ministre, si je peux le dire, la décision du ministre en justice, ce sont des gens du MPP qui ont battu campagne pour un autre parti. Donc le ministre étant... Quel parti ils ont je pensais que... pour le RPI. RPI, voilà, en quelque sorte. Donc le ministre étant un membre du bureau politique du MPP, on peut, de façon simpliste, faire la relation que si c'était un parti d'opposition qui avait ses problèmes avec ses maires ou bien ses conseillers, je ne suis pas sûr que le ministre allait dire cela. Le ministre Clément Sawadogo, le ministre d'État, a agi en tant qu'homme politique. Oui, il a agi en tant qu'homme politique parce qu'aujourd'hui, la décision de justice prouve quelque part qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Et si des règles n'ont pas été respectées, et c'est là, moi, je suis un peu surpris. Parce que le ministre de l'administration territoriale, j'ai dit, il a des conseillers qui doivent lui dire, toute décision que vous prenez, de toute façon, nous sommes dans un état de droit. C'est ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un se sent lésé, il court rapidement aller en justice. Alors, peut-être le ministre devait se poser la question à ceux qui sont autour de lui. Mais bon, s'il voit en justice, qu'est-ce qui va se passer? Alors, directement d'après, dans l'arrêté, il a instruit les gouverneurs de dire au commissaire de procéder au changement des maires concernés. Voilà, des maires concernés. Et comme l'a dit Woba, moi je dis une chose. Si vous avez un problème dans votre parti politique, c'est à vous de gérer le problème ou bien même intenter. Donc vous trouvez que le MPP, par exemple, si on prend le cas du MPP qui a pris des sanctions contre ces militants-là, vous trouvez que le parti n'est pas allé au bout? Maintenant, le MPP ne peut pas leur dire... Par exemple, prenons le cas de ce qui se passait à l'UPC avec les députés RD. Mais en quelque sorte, on dit oui, les textes disent tant qu'ils n'ont pas démissionné, ils gardent leur mandat.
Mais maintenant, est-ce que l'UPC pouvait leur dire, bon, ils ont essayé, est-ce que ça marchait? Est-ce que l'UPC pouvait leur dire non, comme vous ne répondez plus à ce que, à nos mots d'ordre, nous on retire le mandat. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc aujourd'hui, je pense que si Clément Sawargo n'était pas ministre, si le MPP était dans l'opposition, ça c'est sûr qu'il n'allait pas instruire les hauts commissaires et les gouverneurs et les hauts commissaires de procéder au changement de ces maires qui ont eu des comportements déviants au sein de leur parti politique. D'accord. Boukari Ouoba, est-ce que vous pensez là, parce qu'il y a déjà cette décision, et comment est-ce que vous entrevoyez la suite? Non, je crois qu'il faut reprendre les choses. En suivant les règles. Aujourd'hui, tous les partis qui pensent qu'ils ont des militants qui aujourd'hui ne sont plus véritablement dans le parti parce qu'ils sont peut-être physiquement dans le parti, mais de cœur, ils sont ailleurs, c'est à eux de saisir un tribunal compétent et de prouver que ces gens-là ne sont plus véritablement leurs militants. Est-ce que vous pensez aussi que le problème se trouve au niveau de la loi? Parce que les gens arrivent à jouer un peu sur ces éléments, partir sans véritablement partir. Oui. La loi dit que lorsque vous démissionnez volontairement, est-ce que vous voyez? Et lui reparlait tout de suite des 12 frondeurs de l'UPC. On a tous vu que c'est des gens qui en réalité n'étaient plus à l'UPC. Mais ils ont roulé pendant combien de temps? Ils ont gardé le mandat jusqu'à la fin. C'était pareil pour Alexandre Sankara de l'UNIR-PS. Il n'était plus véritablement dans le parti. Il a gardé le mandat jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle et législative avant de s'en aller. Dans ces situations-là, qu'est-ce que la loi fait? Il y a un manque de sincérité de nos hommes politiques. Mais il y a un cas, vous voulez démissionner, vous démissionnez. Mais vous n'avez pas à faire... il y a un cas peut-être qu'on pourrait prendre pour illustrer tout cela. Il y a le cas par exemple du maire de Houndé et qui a été élu député sous la bannière de notre parti politique et qui est toujours maire UPC. Mais là c'est clairement net. Je crois que, je ne sais pas exactement sur son cas spécifique, qu'est-ce qu'il a pu poser comme acte vis-à-vis de son parti. Mais lui, par exemple, il est clair qu'il devait avoir remis une lettre de démission à son parti. Au moment où il allait s'inscrire sur la liste des législatives d'un autre parti, il faut avoir démissionné de son parti quand même. Je pense que c'est le minimum. Je crois que lui, il était, ce matin ou hier, on devait avoir organisé un conseil municipal pour le remplacer au niveau de la mairie. Et je crois que si véritablement il est toujours député d'un autre parti, il n'y a pas de raison qu'il soit maire. La session n'a pas pu se tenir. Non, justement, ce que Ouoba dit, c'est cette sincérité qui manque à nos hommes politiques. Honnêtement, je le dis. Parce que, vous savez, quand vous discutez avec les hommes politiques, ils vous disent deux choses. Ils vous disent que quand on a un mandat électif, c'est vrai, on est parti au nom d'un parti politique, mais c'est sa personnalité votre personnalité qui vous fait élire dans votre fief. Donc pour eux, souvent, ils disent, oui, j'étais par exemple de tel parti, mais dans mon fief, c'est ma personnalité. Donc si je ne peux pas remettre le mandat... Pour que votre personnalité vous fasse élire, il faut que le parti aussi d'abord vous... Oui, il faut que le parti vous chose. Mais moi, ce que j'aimerais quand même, où j'aimerais rejoindre Ouoba, il faut que les gens soient sincères. Moi, je suis aujourd'hui dans un service. Je décide de ne plus être, comment on appelle ça, en phase avec ce service-là. Je dis donc, je quitte là. J'assume et je dis au service, tous les avantages que vous m'avez donnés là, je laisse et puis je m'en vais. Je ne peux pas comprendre que je sois dans un parti, même si on m'a élu dans ma circonscription et je pense que c'est grâce à mon travail qu'on m'a élu, mais je suis parti sous la bannière du parti pour avoir ce mandat. Je ne suis pas parti en tant qu'indépendant. Donc, si je ne suis plus en phase avec ce parti, je laisse tout tomber. Le mandat, je leur remets tout et je m'en vais pour prouver qu'il y a une autre vie. Les mêmes gens qui ont fait insurrection pour dire à Blaise Compaoré qu'il y a une autre vie après le pouvoir, eux-mêmes, ils s'accrochent au pouvoir, on ne comprend pas. À des mandats, c'est ce qui est étonnant dans ce pays. La sincérité. Je suis totalement d'avis avec eux. Effectivement, il faudrait que les gens, comment on appelle ça, les raisons pour lesquelles tu as adhéré à ce parti-là, que ces mêmes raisons-là, soit tu les gardes comme ça, ou bien soit si tu décides de t'en aller ou d'aller vers un autre parti, que tu aies le courage de démissionner. Mais parfois, non, mais les gens ne démissionnent pas, ça c'est de l'opportunisme. La politique aussi, c'est souvent des coups bas, des coups en dessous de la ceinture. Est-ce qu'au moindre coup, il faut non, mais tu as été élu sous la bannière d'un parti. Et moi, je me dis que c'est peut-être à cause de ça que peut-être le ministre aujourd'hui a pris cette décision, peut-être qu'il a pris cette décision, parce que quand tu es avec des gens, tu estimes que oui, vous avez vous défendez les mêmes intérêts, les mêmes visions politiques. Mais si aujourd'hui,
il y a une incompréhension. Que les gens acceptent de démissionner et d'aller ailleurs. On sait que vous aviez démissionné, n'attendez pas qu'on vous démette de vos fonctions pour pouvoir aller ailleurs. C'est comme si les intérêts, c'est pour ce parti, on profite de ces intérêts et ailleurs maintenant, on part rebâtir, encore réinvestir ces intérêts ailleurs. Ils disent non, ils ont juste soutenu des amis de notre parti politique. Donc, c'est pas qu'ils sont... Non, mais ça, c'est pas de la politique, ça. Oui, non, ça, c'est pas de la politique. C'est pour ça que vous dites ça. Non, la politique, il faut avoir une conviction. Moi, je me demande si est-ce que certains hommes politiques ont vraiment des convictions politiques. D'accord. Oui, il faut avoir ce courage. Moi, j'ai toujours dit, vous êtes parti sous la bannière du MPP. Quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec le MPP, vous êtes allé soutenir d'autres personnes. Ayez le courage de partir et laisser leur mandat en leur disant, avant que je ne sois élu dans votre parti, je faisais quelque chose. Après, si je ne suis plus dans votre parti aussi, je peux toujours faire quelque chose. Mais quand je vois, c'est vrai, quand on voit à l'Assemblée, des gens s'accrocher à des mandats, on se demande, mais avant d'être député, ils ne faisaient pas autre chose? Ils font autre chose. Prouver aux gens, dans la vie, il faut toujours prouver aux gens que si on me dit aujourd'hui que tout est fini, là, je peux rebondir demain. Boukari, voilà. Est-ce que c'est pas simple là? Est-ce qu'on ne simplifie pas trop la situation? Ça paraît facile. Ça paraît facile. Je crois peut-être que nos textes aussi ont des lacunes. Parce que véritablement, ça risque d'être un cas d'école. Il faut qu'on regarde bien cette situation du maire de Houndé. On est député d'un parti X et maire d'un parti Y. Vous allez peut-être prendre les textes et puis regarder et puis vous rendre compte que c'est peut-être pas évident de le sanctionner ou bien de lui retirer le mandat. Parce que quelque part, il n'est pas dit clairement qu'effectivement, on ne peut pas peut-être militer dans deux partis, on ne peut pas avoir un mandat d'un parti dans un autre cadre et avoir un autre mandat provenant d'un autre parti dans un autre cadre. Donc ici, on a les législatives et on a les municipales. Je crois aussi que ce qui aujourd'hui complique davantage la situation, amène cette crise-là, c'est la prorogation du mandat des maires. Si le mandat des maires avait échu en avril, comme cela devait arriver, si on avait organisé les élections, je crois que ce débat n'aurait pas eu lieu. Voilà, parce que bon, des gens peut-être auraient eu juste quelques mois de gestion, une sorte de transition, et puis on serait passé à des élections, et les intéressés se seraient présentés peut-être sous la bannière de leur nouveau parti, avec l'espoir d'être réélus. Maintenant, quand on proroge le mandat d'un an encore, et les gens n'avaient pas mis ça dans leur calcul. Ils voient qu'ils vont devoir quitter la mairie pour un an, ce qui est énorme. Et aussi, ça va les affaiblir en termes de préparation pour pouvoir après gagner. Parce que lorsqu'on est maire sortant et qu'on va aux élections, on a plus de chances d'être élu que si aujourd'hui, effectivement, vous cédez le siège pour attendre un an pour venir vouloir... Mais Boukari Ouroba, il y a cette question aussi que je voudrais vous poser. On a vu que ce soit ici au niveau de l'arrondissement, il y a eu beaucoup de manifestations ces derniers jours. À Houndé aujourd'hui aussi, on a vu la population se mobiliser pour soutenir le maire. Et ça nous rappelle les débuts justement de ces mandats-là. Est-ce qu'il faut craindre justement des affrontements entre des camps par rapport à ces questions-là? C'est possible, parce qu'on a déjà vu des élections locales très violentes en 2012, je crois. Oui. Voilà. Moi, ce que je pense pour les élections locales, il faut qu'on réfléchisse carrément. Si on doit continuer avec des partis politiques à ce niveau-là. Je pense que pour être maire, ça ne devait pas être une compétition entre partis politiques pour être maire. Il faut qu'on trouve un autre mécanisme. J'allais dire dépolitiser, mais en tout cas... universel pour permettre le suffrage direct. Oui, mais ça n'exclut pas les partis. C'est juste pour dire qu'au moment de constituer les listes, là, on sait déjà... Qui sera maire? Voilà, qui est-ce que tel parti a positionné pour être éventuellement son maire s'il obtient d'une certaine manière la majorité du suffrage. Pour vous, ça ne résout pas les problèmes. Mais moi, ce que je veux tout simplement, est-ce qu'il est possible, parce que souvent, on se refuse à réfléchir. Parce qu'on voit qu'au Bénin, c'est comme ça, au Mali, c'est comme ça, en France, c'est comme ça. Surtout quand c'est comme ça en France, on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, ma réflexion, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les élus au niveau local là, ne soient pas des mandataires de partis politiques? Voilà. Soit des indépendants. Non, exactement. Mais justement, c'est difficile à faire parce que l'homme politique, notamment burkinabé, ne pense pas aux règles et autres. Il ne regarde que ce qui l'arrange. Parce qu'on a eu cette crise. Si on a bien compris ce que Ouba dit, c'est qu'il faut
que pour les municipales, ce soit justement, je ne sais pas s'il faut parler de candidatures indépendantes, les individus qui se présentent au nom des partis. Oui, mais là aussi c'est un problème, parce que ce que j'aurais compris, je me demande qu'est-ce que le code électoral, je n'ai pas eu la présence d'esprit de voir ce que le code électoral dit en ce qui concerne. Parce que au niveau des députés, on nous disait qu'une fois que l'individu a un autre parti, il démissionne en quelque sorte, il perd son mandat de choses. Alors, pour la mairie... C'est la même loi. C'est la même loi, parce que pourquoi à Oundé, M. Dissan à Oundé... Mais c'est tout le débat. Pourquoi normalement, étant parti au MBF, donc il devait normalement perdre son mandat de l'UPC. C'est ce que son parti cherche de l'UPC en tant que maire de Oundé. Mais si, c'est que dans les textes, peut-être qu'il y a quelque part quelque chose. Donc voilà pourquoi je dis, nos hommes politiques, ils ne font pas attention aux textes, ça ne les intéresse même pas. Non, peut-être pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils peuvent profiter des lacunes des textes. Mais ça ne les intéresse pas. Les gars se battent sur autre chose. Sur le cas Houndé, le MPP a la voie royale de saisir le tribunal administratif. L'UPC ou le MPP? L'UPC, pardon. Voilà, lui, c'est le cas de l'UPC. La voie royale, c'est de saisir le tribunal administratif et de lui dire on a quelqu'un qui était député à notre compte, maire à notre compte, aujourd'hui qui est député pour le compte d'un autre parti politique. Donc, on constate qu'ils ont tous les arguments. Mais Ouba, il a dit qu'à Oundé, ils ont saisi plusieurs fois la justice qui a donné raison au maire. C'est ce que je vois. Je n'ai pas cette information, mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est sans doute que nos textes aussi ne sont pas... Qui favorisent cela. Donc, moi, je pense que... C'est vrai. Et quand on regarde un peu dans la sous-région, il y a des candidatures indépendantes. Quand on prend même le cas de la Côte d'Ivoire, on peut faire ce même exercice ici. Pourquoi pas? Mais pas forcément permettre simplement aux partis politiques, parce que les élections, je crois que de 2012 ont montré leurs limites, où on a vu dans certains arrondissements, même des communes, les populations même ont fait volte-face dans les mêmes partis. Il y a deux candidats d'un même parti et du coup, il y a un ballottage et c'était très compliqué. Donc je pense qu'on peut favoriser, si aujourd'hui on arrive à relire le code électoral, on peut favoriser les candidatures indépendantes. On peut soutenir ces candidatures. Non, pour moi, oui, elles existent. Ce que Boubacar dit, mais pas forcément sous la bannière. Non, ce que Boubacar dit, c'est pas qu'il n'y a pas de candidat. Ça, c'est pour éviter ces situations-là, justement. Aujourd'hui. Non, mais c'est le parti qui s'organise. J'ai vu l'UPC, je pense, à un moment où ils avaient mis Nathanaël comme candidat à la mairie. Donc, c'est le parti qui peut s'organiser pour ça. D'accord, mais ce que Boukari Ouba dit, au-delà de tout, c'est que pour les municipales, que ce soit exclusivement les individus qui se présentent au nom des partis politiques, peut-être qu'on y reviendra. De toute façon, la loi est en relecture, on verra ce que ça va donner et on va basculer vers notre dernier sujet. Et il s'agit donc des travaux, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, en tout cas des actions entreprises par le maire de la ville de Ouagadougou. Avant, donc, c'était des démolitions de boutiques aux abords, donc des voies pour occupation anarchique. Cette fois-ci, donc à l'approche de la fête, ce sont des vendeurs donc de volailles, surtout qu'on a vu, voilà, dépossédés de leurs biens, et des images qui ont surtout choqué certaines personnes sur les réseaux sociaux, même si la mairie est revenue après sur des médias pour essayer de se justifier. Lilo Tierno, comment est-ce que vous avez accueilli justement ça? Vous savez, avec la mairie, au-delà de la mairie, avec les autorités, moi j'ai un sérieux souci. Au fait, dans tout ce qu'on fait, il faut être objectif et il faut être direct. La mairie a pris plusieurs arrêtés, notamment, je prends la question de la circulation des poids lourds à des heures, à n'importe quelle heure dans la ville de Ouagadougou. Alors, malheureusement, cet arrêté, jusqu'à présent, on a l'impression qu'il n'est pas appliqué parce qu'on voit toujours ces poids lourds circuler. Vous voyez, voilà, en quelque sorte. Vous voyez les vendeurs de poulets, on leur dit, non, vous n'avez pas le droit de le faire. Et quand on dit, tout le monde est d'accord, hein, nous sommes dans une société qui doit être organisée avec des règles, que ce soit à l'échelle supérieure ou à l'échelle inférieure communale, il faut des règles. Mais il faut que les autorités sachent que pour que les règles passent bien, il faut qu'elles soient appliquées sans aucune discrimination. Mais est-ce parce que pour les poids lourds, on n'a pas pu faire respecter la loi à 100% qu'on doit laisser aussi les... Mais justement, le citoyen va se dire, parce que peut-être les camions poids lourds, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un syndicat fort ou bien de puissantes personnes qui font qu'on n'arrive pas à appliquer l'arrêté. Mais comme les vendeurs de poulets n'ont personne pour les défendre, et ce sentiment d'injustice pousse les citoyens à souvent opter de soutenir ces personnes dites faibles. Alors c'est pour ça, quand dans un pays, vous êtes là, vous dites on doit faire respecter les règles, faites respecter toutes les règles. Alors là, personne ne pourra se déroger. Mais si vous faites
vous faites la chose de façon comment on appelle ça, avec une certaine géométrie variable, là, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas soutenir la mairie parce que tout simplement, si j'étais devant le maire, j'allais lui dire, mais monsieur le maire, il y a beaucoup d'arrêtés qui ne sont pas respectés. Et donc, vous ne le soutenez pas parce que la mesure n'est pas bonne, non, mais parce qu'il y a d'autres mesures qui n'arrivent pas à respecter. Moi, je suis pour le fait qu'on fasse respecter toutes les règles. Mais si on va faire respecter certaines règles et laisser d'autres, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Valentine Soungrana. Non, il faut dire qu'en toute chose, il faut un début. La mairie a été interpellée. Par qui? Non, pas les citoyens. Pas les citoyens. On est à Ouagadougou. Donc, l'autorité a été interpellée plusieurs fois par rapport à certaines situations. Et en toute chose, il faut un début. Je pense que l'autorité a compris, a commencé. Et l'interdiction... Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Concernant, quand je prends l'interdiction de la vente même de bétail ou est-ce que de la volaille dans la ville, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on prend depuis 2015 ou bien avant cela, il y avait des descentes musclées que la police municipale opérait, faisait pour pouvoir saisir. Parce qu'il faudrait qu'on se dise une certaine vérité aussi. Et je suis peut-être d'accord pour les ventes occasionnelles. Ça, on peut considérer ça comme des ventes occasionnelles. Au niveau de la mairie, pour ce que je sais, il y a des espaces qui ont été aménagés. Mais est-ce que les gens sont au courant justement? Les gens sont au courant. On sensibilise les gens dessus. On informe même les gens dessus. Il y a un canal de communication, d'information même, qui est la radio où j'y suis. Depuis longtemps, on communique, on informe les gens. Les gens sont au courant. Mais le problème, c'est que quand on écoute un peu les commerçants, ils n'ont pas tort, ils ont un peu raison parce que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et c'est à cause de qui? Je peux dire que c'est à cause des consommateurs. Nous, consommateurs, on ne va pas vers ces sites aménagés. Voilà. Au bord de la voie, justement, alors qu'on met le commerçant en insécurité, il est assis au bord de la voie. Il sait pertinemment que c'est interdit. Il le sait. Quand on prend un peu les photos qui ont circulé sur la toile, le monsieur était là assis impuissamment, il ne pouvait rien dire quand la police était en train de saisir comment on appelle ces poulets. Il sait bien que c'est interdit. Même ceux-mêmes qui vendent un peu les fruits aux abords de la voie, ils savent que c'est interdit. Mais justement, peut-être que le contexte ne s'y prêtait pas pour la fête. Les gens sont sortis. C'est des vendeurs occasionnels. Et ça repose le problème des textes. Est-ce qu'il y a des textes concernant les vendeurs occasionnels? Mais par rapport à cela, on a dit, l'arrêté date donc de 2020. Pourquoi s'en prendre justement à ces vendeurs occasionnels alors que, comme vous le dites, il y a ceux-là qui occupent tous les jours, tous les soirs, les abords des voies de façon illégale et on ne sévit pas contre. Mais c'est un jeu qui se passe chaque jour entre la police municipale et ces vendeurs. Le matin, la police descend, saisit le matériel. Après, quand les gens viennent et payer pour pouvoir récupérer le matériel, les amendes pour pouvoir récupérer le matériel, vous voyez, 4 heures après ou bien 2 heures après, les gens sont aux abords des voies. On a toujours vécu ça, c'est des jeux de ping-pong. Donc, c'est peut-être sensibiliser les gens pour que ces pratiques-là, peut-être... mais quand Ludo dit non, je n'ai pas encore vu dans un état du monde où toutes les lois sont respectées à la lettre. Peut-être un début, oui. D'accord, il faut un début. Mais au niveau, surtout ici, en Afrique ici... Oui. Donc, moi, en tout cas, en Afrique ici, non, je sais pas. On permet à Boukari Ouba de réagir. Valentine, on en parle de sensibilisation. Est-ce que c'est ce qu'il faut ou bien il faut carrément réaménager la ville pour permettre aux gens de faire leur commerce sans être inquiétés? Il faut beaucoup de choses. Il faut sensibiliser, il faut réaménager, il faut communiquer. En parlant de communiquer, par exemple, on aurait compris que peut-être une semaine avant la fête de Ramadan, qu'on entende sur les ondes des radios, que la mairie dise attention, les vendeurs de volailles, on ne veut pas vous voir aux abords des routes, devant les concessions des gens en train de vendre. La mairie doit faire ce communiqué-là. Par contre, il y a tel espace dans tel arrondissement. Et pour tel arrondissement, c'est à tel niveau. Pour tel secteur-là, c'est à tel niveau où vous pouvez aller vendre votre volaille. Moi, j'aurais compris qu'il y ait un tel communiqué, vraiment une communication sur la durée qui permette non seulement aux vendeurs d'être informés, mais nous aussi en tant que consommateurs citoyens d'être informés. Sinon, moi, dans mon quartier,
si vous me dites qu'il y a un endroit qui est aménagé par la mairie pour que des gens y vendent la volaille, je ne suis pas au courant de cet endroit. Le seul endroit que je connais qui est proche de ma zone où je vois des gens vendre, c'est autour de la station Shell de Pissy, où à toutes les occasions de fête, les gens viennent s'aligner là-bas pour vendre. Et tellement de gens s'approvisionnent là-bas. Si vous venez les chasser là-bas, tout ce qui leur reste, c'est de rentrer dans les quartiers, aller vendre devant les portes des gens. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé à l'occasion de la fête de Ramadan là. Des gens ont quitté justement ces espaces publics qu'on connaissait là pour entrer dans les quartiers, finalement se retrouver même devant les portails des gens en train de vendre. Parce que la police municipale ne peut pas sillonner tout ça aussi. Donc je crois que sans donner entièrement raison aux vendeurs de volailles, c'est la mairie aussi qui n'a pas agi conséquemment. En amont et aussi pendant. Parce que quand vous regardez qu'on vienne saisir cette volaille-là, vous imaginez quelqu'un qui a 50 poulets. Je prends ça seulement parce qu'il peut avoir des centaines. Valentine, s'il vous plaît. Non, il a 50. S'il vous plaît, Valentine, avant de revenir à vous, Valentine Zungrana, je dis, il y a un qui a témoigné ici, il en avait environ, c'était 100, plus de 100. Donc, quand ils ont saisi, il est allé, il n'a pas pu avoir accès, on dit que c'était la pause, et il est passé par quelqu'un, et après les 100 étaient morts, il restait juste une dizaine, je crois, de poulets qu'il a pu récupérer. C'était pour revenir justement à votre exemple. On devait pouvoir le dédommager. Parce que moi, j'estime que lorsqu'on saisit un vendeur de poulets, parce qu'effectivement, il vend dans un espace qui n'est pas approprié, ce qu'on a à faire, c'est de l'amender, c'est de le taxer. Comme pour n'importe quel usager qui viole la loi. Moi, quand je brûle la circulation et qu'on m'attrape là, on ne prend pas ma moto à aller vendre pour mettre dans la caisse de la commune. On me dit la pénalité que je dois payer. Mais non, c'est ce qu'on nous avait dit. Je crois qu'il a fallu qu'il y ait un lever de bouclier dans l'opinion pour qu'on décide finalement de restituer. Sinon, la première information qu'on a eue, les poulets allaient soit vendus et l'argent mis dans les caisses de la commune, ou alors on allait aller remettre ça à la MACO pour la cuisine des pensionnaires de la maison d'arrêt. Elle ne vend pas, non, puisque les textes sont quand même clairs. Il y a une période où on permet aux propriétaires d'entrer en possession de son bien et passer un nombre de délais. Ensuite, et la mairie se permet des choses, je crois. Non, c'est ce qui se fait habituellement. On fermera à Valentine de Terre. Mais il y a aussi une question que Boukari Woba a posée. Est-ce que, à l'approche de la fête, vous avez communiqué, vous avez dit, c'est interdit, il y a voilà les espaces dégagés pour la vente? Oui, chaque année, la mairie communique. À l'approche de chaque fête, la mairie communique. Et même sur les taxes, la mairie communique. Vous savez que la mairie est la première instruction à l'échelle locale de pouvoir fixer des taxes. Bien noté, je rappelle. Donc, du coup, si c'est une opportunité pour d'avoir une taxe ici et de permettre aux gens de la payer. C'est bien noté. Oui, non, mais moi je veux franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui justifie d'ailleurs. Pourquoi on interdit la vente de ces poulets-là? Ça pose quel problème? Selon les explications, il y a la question, donc il y a la circulation, ça expose les gens à des accidents. À des accidents. Alors que je reviens à mes poids lourds qui circulent dans la ville de Ouagadougou. Et quand vous quittez le Siao, vous montez vers Pau. Vous voyez ces gros camions qui circulent, qui transportent du sable, qui n'ont souvent, c'est sûr, en regardant le camion, vous voyez que la visite technique, là, c'est même pas sûr qu'elle soit, comment on appelle ça, à jour. Il y a des policiers sur la voie qui n'arrêtent pas ces camions, ils les laissent circuler. Mais finalement, on dit qu'il y a un arrêté. C'est pour ça que je ne vais jamais pouvoir défendre l'autorité. Même à l'échelle de l'individu, c'est comme ça. Quand vous voulez être correct dans la vie, il ne faut pas permettre aux gens de voir des failles dans le comportement. Quand vous dites il faut faire ça, il faut faire ça. Là. Mais vous dites ça, d'autres voient qu'il y a des arrêtés qui ne sont pas respectés. On me dira oui. Il faut que dans la ville, là, les règles soient respectées. D'accord, qu'on respecte toutes les règles. On ne peut pas respecter certaines et laisser d'autres. Moi, c'est ce qui... Jusqu'à demain, voilà, jusqu'à demain, je ne pourrai jamais soutenir la mairie dans cette histoire avec les vendeurs de poulets. Si la mairie travaille
à mettre au pas les gros camions qui tournent dans la ville de Ouagadougou, je serai derrière la mairie pour la soutenir. Mais tant que d'accord, merci à vous. Lido Thierno. L'occasion des fêtes sont des moments particuliers et que tout ça, ça participe de l'ambiance de la fête. Donc, c'est bien noté. C'est vrai que Valentine aussi, vous vous êtes posé la question pour ce qui concerne la vente occasionnelle. Il y a d'autres fêtes qui arrivent. Certainement, il appartiendra à la mairie de savoir comment communiquer davantage, comment dégager des espaces pour les populations. Et surtout, comme l'a dit aussi Lido Thierno, il faut faire appliquer tous les arrêtés, toutes les règles. Madame, monsieur, on va s'arrêter là et donc, pour cette émission, donc, sans langue de bois de cette semaine qui s'achève. On va se retrouver donc la semaine prochaine donc, pour discuter d'autres sujets qui auront marqué l'actualité au cours de la semaine. On le rappelle, que ce soit donc des sujets au niveau de l'actualité nationale ou à l'international, donc ce sont des sujets qui nous intéressent toujours à travers donc, le regard des journalistes qui sont très bien avisés de ces questions. Et pour cette émission, nous recevions pour vous Valentine Zungrana, donc journaliste à la radio municipale du Burkina également, de Ouagadougou, pardon, Lido Thierno de la radio Pulsar, et puis Boukari Woba du journal Mutation. Merci à vous d'être venu, merci à vous d'être resté à l'écoute des programmes de Burkina Info. Portez-vous bien chez vous.